Elle a signé, il a applaudi. Le bruit de la main qui frappe la table résonna comme un couperet dans la salle feutrée du cabinet d'avocat. Bois poli, cuir tendu des fauteuils, lumière tempérée qui tamise les visages. Tout, autour, semblait composé pour masquer les tremblements. Le stylo Montblanc glissa une dernière fois sur le papier, laissant une fine ligne d'encre noire qui scella ce qui, pour tant d'autres, aurait été un drame irréversible. Pour Bruna Figueira, c'était la ponctuation d'un chapitre. Elle posa la plume, sans précipitation, sans dramatisation. Ses mains étaient calmes. Le mouvement était si simple, si mesuré, qu'on aurait dit que rien n'avait changé. Les yeux des avocats se baissèrent, les signatures de témoins suivirent, les formalités s'accomplirent avec la même politesse que l'on réserve aux actes administratifs d'une vie bien réglée. Ricardo affichait un sourire qui appartenait plus à une salle de fête qu'à une salle d'audience. Un battement de paupières, les dents qui montrent un privilège, l'applaudissement bref et mordant d'un homme convaincu d'avoir remporté un trophée. L'applaudissement sonnait faux. Il avait l'acidité de ces triomphes superficiels, ceux qu'on offre pour humilier sans blesser trop profondément, comme on pétrit une pâte jusqu'à la rendre plate. Les lèvres de Bruna s'arrondirent à peine. Son regard, lui, resta parfaitement intact, tranquille et patient, un regard qui connaissait la valeur de ce qu'on venait de signer et qui voyait au-delà du geste. On aurait pu penser que la scène allait dégénérer en éclats, en récrimination publique, en illusion brisée. Mais le contraste réel n'était pas dans les mots, il était dans le silence qui suivit. Le silence dit souvent plus que les paroles vengeresses. Il y avait dans cette retenue une sorte de dignité, rien à crier, rien à supplier, rien à prendre par la force. Bruna se leva, récupéra sa sacoche en cuir noir, remit son manteau d'un geste précis et s'apprêta à sortir. Les juristes fermèrent des chemises, rangeaient des dossiers. Ricardo, encore tout imprégné de son plaisir d'alcôve sociale, se leva aussi, poussé par un réflexe d'apparat, encourager la farce jusqu'à la fin. Alors, comme un bruit électrique dans un tableau trop calme, un bip aigu fit vibrer l'air. L'écran du téléphone de Bruna clignota sur la table. Elle n'en eut pas l'air surprise, simplement informée. Un message, probablement. Elle rompit son léger mouvement pour jeter un regard sur l'écran et, en une fraction de seconde, une autre réalité s'installa dans la pièce. Sur l'appareil, une notification laconique indiquait que son jet exécutif était prêt pour décoller à 18 heures. Personne n'eut le temps de penser. Bruna posa son téléphone avec la même neutralité, remit sa sacoche au bras et quitta la pièce comme quelqu'un qui a d'autres conversations à mener. Des conversations que ses gestes rendaient plus importantes que le théâtre du divorce. Ricardo resta immobile, à moitié fier, à moitié confus. Le sourire se figea. Le geste d'applaudissement, qui jusqu'alors avait fait sens dans son petit monde, perdit de sa substance au moment même où il comprit, avec l'étrange lenteur d'un réveil trop agressif, qu'il ne tenait pas la victoire qu'il croyait. Dehors, le hall du cabinet avala Bruna comme un couloir de transition. Elle marcha sans hâte, accompagnée d'un voile de formalité. Le surnom des collègues n'était plus que murmure. Un ascenseur aux parois miroitées l'emmena vers la porte où l'attendait une voiture noire, conduite par un homme dont l'uniforme portait la discrétion comme ordinaire. Pas de flash, pas d'exclamation. Elle monta et disparut, emportant avec elle la discrétion qui lui avait toujours servi de carapace. Le monde, pour un instant, sembla réduire le geste à une simple sortie, comme si l'histoire n'était qu'un passage de jour. Ricardo regarda, impuissant, l'espace où elle s'était tenue. Un éclat d'orgueil mal placé, une vanité qu'il avait cultivée toute la vie, lui brûla la gorge. Il offrit un rire trop sec à ceux qui l'entouraient, comme pour signaler que sa réalité était intacte. Pourtant, au fond de sa poitrine, quelque chose se cabra. L'image de son épouse montant dans un jet privé ne cadrait pas avec la représentation qu'il avait d'elle. Il avait cru que la scène où elle signait le divorce marquait sa chute. Une femme qui mettait un point final, qui renonçait à un statut, qui dans la tête de beaucoup devenait une figure affaiblie. Et voilà qu'elle disparaissait vers un autre monde, un monde qu'il n'avait pas mesuré.
Avant qu'il ne puisse organiser ses émotions en réaction, la phrase de la secrétaire de Bruna, prononcée distraitement au téléphone, fit son chemin jusqu'à lui. Le jet de la présidente Aero Figueira décolle à 18 heures. Le mot « présidente » tomba comme une goutte froide. Ricardo sentit que quelque chose venait d'échapper à sa compréhension. Non pas une manœuvre mesquine, mais une réalité construite en silence. Il était désormais face à une évidence qui le contraignait. Il avait sous-estimé la femme qui venait de signer leur séparation. Avez-vous déjà sous-estimé quelqu'un? Dites-nous en commentaire. Cette question, posée comme un piège doux pour l'audience, n'était pas étrangère à sa propre conscience. Ricardo quitta le cabinet sous prétexte d'un appel urgent. Dans la voiture, ses doigts pianotèrent frénétiquement sur l'écran de son téléphone. Appel après appel, recherche rapide et phrases lancées comme des filets pour attraper une vérité qu'il sentait glisser. Les premiers pas de son enquête étaient maladroits, à l'image d'un homme qui découvre qu'une partie de sa vie lui a été inexplorée. Il se souvenait pourtant de conversations antérieures, des commentaires sur la passion de Bruna pour la mécanique, des sourires cachés quand elle parlait d'avion, des répliques légères sur le fait qu'elle aimait mieux les moteurs que les mondanités. Mais ces éléments avaient été pour lui des curiosités, jamais des fondations. Un mari a parfois le talent de confondre ce qu'il voit avec ce qu'il veut voir. Il croyait la connaître parce qu'il avait partagé de la chambre à coucher, de la table et des invitations. Il n'avait pas imaginé que, dans l'ombre de ses habitudes, elle tissait une construction autre. La première trace concrète qu'il put atteindre fut un site web modeste mais professionnel. Aero Figueira, un nom qui sonnait comme une promesse sobre. Photos de hangars, d'équipes techniques serrées, d'un jet au liseré gris sur le tarmac. Un court texte d'entreprise parlant d'opérations internationales, de maintenance de pointe et d'expansion vers de nouveaux marchés. Il fit défiler les images. Une photo attira son regard. Une femme en veste sombre, cheveux soigneusement relevés, debout sur la passerelle d'un jet, regardant l'horizon comme si elle en avait toujours l'autorisation. La légende mentionnait Bruna Figueira, présidente majoritaire. Ce simple titre lui fit l'effet d'un froid. Présidente majoritaire. Ces mots contredisaient tout ce sur quoi il avait bâti son récit intime. Il relut la page, comme on relit une lettre dont l'encre aurait été fraîchement modifiée. Les mentions étaient prudentes, sans fanfaronnade. Aucun chiffre, pas de chiffre faramineux criant au triomphe. Juste une suite d'indices indiquant une capacité à manœuvrer, à conclure des contrats et à diriger une équipe technique respectée. Il se rendit au hangar en fin d'après-midi. Sans prévenir, agi par une urgence curieuse qui mordait plus qu'elle ne sonnait. Le code d'accès au site n'était pas pour les inconnus, mais Ricardo n'avait jamais été un homme patient face à une porte close. Le bâtiment s'ouvrit devant lui sur une autre texture du monde qu'il croyait connaître. Métal poli, odeur de kérosène, écho de clés anglaises frappant un métal chaud. Ici, les objets parlaient d'autre chose que d'ego. Ils racontaient de l'effort technique, des heures de travail à l'ombre des hangars, des spécialités apprises comme on apprend une langue étrangère. Un jeune technicien leva la tête quand il entra, essuyant ses mains sur un chiffon. Il salua sans affectation, puis reconnut le nom et inclina la tête avec un respect simple. Monsieur Salvador. Le prénom seul l'obligea. La connaissance de visage, le réseau des mondanités. Ricardo sentit sur sa peau la petite chaleur feinte que donnent les connexions sociales. Il demanda à voir la présidente. Le technicien eut un sourire prudent. « La présidente n'est pas à l'atelier, monsieur. Mais si vous avez un rendez-vous. » Ricardo avança, mettant des questions sur le comptoir, comme si elles pouvaient briser la réserve. Il parla de curiosité, de désir de comprendre, d'un passé commun qui méritait d'être clarifié. Le technicien, que l'on appelait João, répondit sans ostentation. « Madame Figueira connaît le terrain. Elle est passée par ici quand il fallait comprendre les chiffres, les incertitudes, la capacité de l'équipe. Elle n'est pas simplement une figure de réception.
João prononça ces mots avec la même loyauté qu'on accorde à un chef. Dans la voix du mécanicien, il n'y avait ni mépris, ni exagération, juste la reconnaissance d'une compétence. Ricardo marcha entre les avions, frôla des carénages, sentit sous ses doigts la froideur du métal. Il percevait avec une violence douce la distance entre ce monde et le sien. Autrefois, il avait pensé que le prestige se mesurait aux marques, aux verres de champagne, aux poignées de main devant un tableau d'art contemporain. Ici, la mesure était différente. Elle se lisait dans la propreté des plans, dans la ponctualité des opérations, dans le regard que se portaient les membres d'équipe. Le décor le rendait vulnérable. Quelque part, il avait le goût de se sentir dépossédé. Les employés parlaient d'elle comme on parle d'une dirigeante qui n'a pas besoin de portrait dans des locaux pour affirmer sa présence. « Elle nous appelle en soirée si un vol a un souci », confia une ingénieure en essuyant ses mains d'huile. « Elle comprend les rapports. Elle n'est pas du genre à se tenir en retrait. » Ricardo absorba ces témoignages comme des aiguilles. Il voulait contredire, minimiser, retrouver le récit commode qu'il avait longtemps cultivé. Une femme qui préférait la discrétion, une femme à qui il resterait l'honneur d'avoir été marié. Mais au fur et à mesure que les mots s'accumulaient, l'image se précisait. Une femme qui avait choisi de construire dans l'ombre et d'être souveraine dans l'action. Il ne s'agissait pas ici d'un conte de revanche, rien n'indiquait que Bruna avait caché son entreprise par jalousie, ni qu'elle jouait un rôle de manipulation. Les employés décrivaient plutôt une leader méthodique, attentive aux détails, capable de négocier et de comprendre des enjeux techniques. Cela contrariait l'ego de Ricardo parce que la compétence de Bruna n'était pas un simple complément de son identité. Elle était la pierre angulaire d'un empire discret. Ricardo s'arrêta devant un panneau où figurait le logo de l'entreprise et un petit cartouche mentionnant la direction. Le nom Aero Figueira apparaissait en caractères sobres, presque modestes. Non loin, une plaque portait le nom de la présidente. Ses doigts s'attardèrent sur la gravure. Il crut déceler sous la froideur du métal une chaleur qui ne lui était pas destinée, la reconnaissance silencieuse du monde professionnel. C'était la confirmation qu'il ne cherchait pas vraiment à détruire, mais à comprendre comment il avait pu être laissé à l'écart de ce qui constituait désormais la vraie vie de Bruna. Au bout d'un couloir vitré, il aperçut une silhouette qui le fit vaciller, Guadalupe, l'assistante. Elle était là, ordonnant des agendas, portant dans ses gestes une exactitude tranquille. Ricardo n'avait pas prévu de la croiser. Elle leva la main en le reconnaissant. Son regard était mesuré, ni hostile, ni accueillant, comme celui d'une personne qui a appris à naviguer entre loyauté. Guadalupe et Bruna formaient une équipe discrète. Les petites synchronies entre elles racontaient une confiance silencieuse. « Monsieur Salvador », dit Guadalupe en s'approchant, avec la politesse d'usage. Sa voix était claire. Il sentit sous sa question une prudence, comme si elle pesait le risque d'ouvrir une porte. Voulez-vous un rendez-vous avec la présidente? Ricardo se trouva pour la première fois depuis longtemps sans plan. Dans ses yeux, il voyait un mélange d'incrédulité et d'amertume. « Je suis ici pour des raisons personnelles, » répondit-il, cherchant l'espace pour respirer. « J'aimerais comprendre. » Guadalupe inclina la tête. Elle ne prit pas parti. La présidente reçoit rarement à l'improviste. Mais si vous le souhaitez, je peux vérifier ses disponibilités. Son ton neutre lui fit l'effet d'un juge qui reporte la sentence. Ricardo fit un pas de plus, la fixant. « Vous la connaissez bien ?»« Assez », fut la réponse. Pas de confession, pas d'attaque. Juste un mot qui contenait la capacité de la proximité alliée à la réserve professionnelle. Guadalupe ferma un dossier, cherchait une disponibilité. Ses doigts dansaient sur l'écran d'un ordinateur. Ricardo regarda autour de lui et pour la première fois depuis qu'il était entré, observa le décor avec moins d'arrogance et plus d'attente. Les murs en verre offraient une visibilité sur l'atelier. Des hommes et des femmes au travail, concentrés, échangeaient des mots techniques que Ricardo sentit lui échapper.
Il n'y avait pas de tapis rouge, pas de photos souvenirs avec des trophées, simplement l'efficience d'un lieu qui savait sa valeur. Il eut accès, sous forme de brochures institutionnelles posées sur le comptoir d'accueil, à des acquis de l'entreprise. Quelques contrats internationaux mentionnés de façon pudique, des partenariats de maintenance, des opérations de gestion de flotte. Aucun chiffre n'était étalé comme un panneau d'ostentation. Tout renvoyait à une construction méticuleuse, étape par étape, où les grandes annonces étaient rares mais solides. Ricardo feuilletait ces documents comme on inspecte un dossier médical, après une mauvaise nouvelle, dans l'espoir de trouver une faille, un signe de légèreté qui permettrait de reprendre sa propre histoire intacte. Mais les pages étaient sans écart. Les mots témoignaient d'une trajectoire mesurée. Au fond du hall, une porte vitrée menait au bureau de direction. On pouvait voir à travers le verre dépoli une table de réunion et des silhouettes en mouvement. Ricardo sentit dans sa poitrine une pointe de panique et une excitation curieuse. Il pensa à la signature de cet après-midi, à l'applaudissement dont il avait été l'auteur. Ce rire qui avait semblé triomphant se transformait en un souvenir maladroit, comme un écho qu'on n'aurait pas su interpréter. Il avait, dans son esprit, besoin d'un face-à-face. La rencontre ne promettait rien de spectaculaire. Bruna n'avait pas l'habitude de dramatiser, il le savait, mais il voulait entendre d'elle, de sa propre voix, pourquoi elle avait choisi la discrétion, et surtout pourquoi il n'en avait rien su. Il imaginait déjà son excuse, prête à le défendre. L'ignorance, la pudeur, la volonté de ne pas impliquer sa famille. Ces explications étaient plausibles. Elles semblaient d'abord simples, adaptées à la nature même du projet de Bruna. Guadalupe revint avec un air légèrement contrit. « La présidente a une réunion dans une vingtaine de minutes, dit-elle. Si vous pouvez attendre, je pourrais vous faire introduire à la fin. » Avec 2 minutes, cela ressemblait à une éternité et à un temps raisonnable tout à la fois. Ricardo accepta. Il s'installa dans un fauteuil en cuir, fit mine d'observer la décoration, et ses yeux glissèrent à nouveau sur les détails familiers. Une photo encadrée d'une cérémonie de lancement, le reflet de la piste dans une baie vitrée, un petit trophée remis à l'équipe technique pour un projet mené avec succès. Ces signes, bien qu'humains, ne retenaient pas la reconnaissance publique. Ils parlaient au contraire d'une modestie organisée. Lorsqu'enfin il se leva pour être conduit vers la salle de réunion, son flux de questions ne cessait pas. Avait-elle travaillé pendant toutes ces années pour se défaire de leur union? L'avait-elle construit comme une échappatoire nécessaire ou comme un but personnel indépendant? Les réponses lui semblaient maintenant importantes, non seulement pour sa fierté, mais parce qu'elles allaient redéfinir la personne qu'il avait aimée, la transformation de l'image qu'il portait d'elle. Le couloir vers la salle de réunion avait la clarté d'un aéroport. Vitres, acier, lumière rasante qui faisait briller le tarmac. À travers la porte en verre, il entrevit une silhouette familière. Bruna, adossée à une baie, regardant le soleil se refléter sur un fuselage. Sa posture était celle d'une personne qui savait ce qu'elle regardait. Dans son tailleur, elle n'était pas féminine pour l'effet. Elle paraissait fonctionnelle, parfaitement en phase avec un rôle qui l'appelait. Au bras, elle tenait encore sa sacoche, le même cuir noir qui avait quitté la salle des avocats quelques heures plus tôt. Ricardo sentit son cœur se serrer dans une drôle d'empressement. Il se demanda si elle avait perçu son entrée. Un murmure léger parcourut la salle, une conversation qui s'éteignit presque aussitôt. Quand elle se retourna, il y eut d'abord la surprise, un mouvement sans emphase, juste le recadrage d'un visage sur le sien. Bruna ne sourit pas, elle ne grimaça pas. Elle regarda simplement, avec une émotion contenue mais lisible, une curiosité distante. « Monsieur Salvador », dit-elle d'une voix dont la neutralité masquait la réserve. Son ton n'était ni doux ni hostile. Il contenait la fermeté d'une personne qui, dans sa vie, avait appris à poser des limites. Ricardo sentit que l'instant demandait plus que des mots préparés. Toutes les petites ruses de l'ego, les discours de supériorité qu'il avait entretenus pour se convaincre qu'il était resté le centre, semblaient minces face à la présence de la femme qui se tenait devant lui.
Il balbutia une salutation, cherchant une explication qui soit à la fois acceptable et digne. Elle l'écouta, sans l'interrompre. Puis, calmement, elle offrit son propre récit. Pas une litanie de reproches, mais une suite de vérités posées comme des assises. L'incompatibilité croissante, le besoin d'espace pour développer une ambition professionnelle, le refus de sacrifier son identité. Elle parla de décisions mûries, d'options choisies silencieusement, d'un travail patiemment réalisé loin des regards. Ricardo entendit tout cela et ressentit, à mesure que les phrases se déroulaient, des échos différents dans sa propre histoire. Les dîners manqués, les priorités qu'il avait imposées, la façon dont il avait interprété la discrétion de Bruna comme faiblesse. Sa gorge se noua de reconnaissance tardive et d'un peu de honte. Mais au lieu de fier triomphe, il cherchait maintenant une réparation, un geste qui pourrait recréer le lien d'autrefois. Il avait soudain le désir de réintégrer sa femme dans la vie qu'il connaissait, de retrouver une harmonie qu'il n'avait jamais su protéger. Elle l'écouta, puis secoua la tête avec douceur. « Ce n'est pas une question de vous, dit-elle. Ce n'était pas contre vous, c'était pour moi. » Ces mots n'étaient pas des lames, ils n'étaient pas des plaintes. Ils venaient comme la logique d'une décision mûrie, une franche énonciation d'une réalité intime qui ne demandait pas à être justifiée par des contre-attaques. Ricardo croisa les bras, tentant de tenir sa position. « Et le jet ?» demanda-t-il, incapable de contenir la brûlure curieuse qui le rongeait. « Pourquoi partir maintenant dans cette condition ?» Elle sourit, un mouvement bref qui n'était ni approbateur ni moqueur. Parce que j'ai rendez-vous avec un monde qui existe indépendamment de ce que nous avons été, parce que j'ai construit quelque chose qui demande ma présence. Il y eut un silence, moins chargé d'amertume que de compréhension mutuelle, ou peut-être d'acceptation que les pistes d'une vie peuvent diverger. Ricardo, pour la première fois en des années, vit Bruna non comme une compagne secondaire dans son récit, mais comme une actrice principale, dont l'histoire n'avait jamais été entièrement la sienne. La conversation prit fin là où un appel laissa entendre qu'un départ devait être préparé. Bruna échangea quelques mots rapides au sujet d'un vol, puis se dirigea vers la porte d'un pas assuré. Avant de sortir, elle se retourna et posa une phrase simple, presque banale, mais qui résonna comme un rappel. « La discrétion a été ma stratégie. Elle n'a jamais été ma faiblesse. » Ricardo resta quelques secondes à regarder la porte se refermer sur elle. Le geste fut banal, mais le monde qui s'ouvrait devant lui n'avait plus la même carte. Sa propre image, façonnée par des applaudissements et des assurances, se fissurait doucement. Il comprit qu'il avait perdu quelque chose d'essentiel, non pas la femme qu'il avait aimée, mais l'illusion qu'il savait tout d'elle. Il s'éloigna du bureau, le pas plus lent, la tête pleine d'images. Hangar, plaque, journaliste que l'on félicitait pour une alliance commerciale, une assistante qui faisait son travail avec la discrétion d'une confidente. La ville paraissait plus vaste qu'avant. Ricardo sentait sous ses pieds un terrain en remaniement. Il ignorait si ce remaniement le conduirait à la reconstruction ou à la ruine d'un orgueil qui n'avait plus lieu d'être. Et puis, au moment précis où il allait quitter le centre d'Aerofigueira, prêt à laisser derrière lui des réponses partielles, une forme de confirmation matérielle fit éclore une autre étonnante réalité. Quelqu'un dans le hall, un pilote, leva la main pour saluer. Son geste n'avait rien de cérémonial, il était simple, respectueux. « Bon vol, Madame la Présidente », dit-il avec une familiarité qui laissait entendre qu'il la connaissait bien. Le salut, l'intitulé, devinrent un témoignage silencieux, la reconnaissance d'un statut forgé dans la compétence, pas dans le bruit. Ricardo s'arrêta, trouva sa voiture, mais la tension ne se relâcha pas. Il comprit que sa route, désormais, allait emprunter des chemins qu'il n'avait pas prévus. Des questions pressaient. Comment avait-elle financé tout cela? Qui étaient ses partenaires? Pourquoi n'en avait-il rien su? Et surtout, qu'allait-il faire de la fierté qui venait de perdre son sens le plus immédiat? Il démarra, le moteur ronronna, et la route devant lui sembla s'étirer d'une manière nouvelle. La voiture avala les kilomètres,
Mais la vision de cette femme montant dans l'avion, la silhouette mesurée, la posture d'une personne maître de son destin, resta imprimée. Ricardo savait maintenant que le geste de l'applaudissement, qui avait prétendu lui donner la victoire, n'avait été que la première note d'une symphonie dont il ne connaissait pas la partition. La recherche allait continuer, il le sentait. Mais la portée de cette quête n'était pas seulement professionnelle, elle devenait personnelle, presque intime. Il allait devoir apprendre à regarder au-delà de la scène, à écouter ce que les silences disent et à accepter que l'on puisse construire une vie parallèle sans trahir l'autre, simplement en choisissant de vivre. Pendant que la voiture filait, le ciel s'assombrit doucement. Sur la piste distante, le jet de Bruna se préparait. À travers la vitre, Ricardo laissa son regard s'accrocher une dernière fois à l'horizon où l'avion allait bientôt disparaître. Il ne savait pas encore que ce départ marquait un basculement qui le forcerait à son tour à repenser sa valeur et son travail. Il ne savait pas non plus que ce simple geste, un vol, un départ, serait le premier acte d'une histoire qui, lentement, donnerait à chacun la place qui lui était due. La voiture s'engagea dans la nuit. Le hangar restait derrière, éclairé comme une ville qui ne dort pas, un lieu où l'on construit des trajectoires. Ricardo, seul avec ses pensées, commença à dresser une liste mentale de noms, de lieux, de possibles alliances. Il savait une chose avec certitude, le récit qu'il entretenait sur sa propre vie venait de se fissurer, et il éprouvait une étrange nécessité de reconstituer ce qui restait acceptable. Il appela son ami avocat, chercha des informations supplémentaires, consulta des réseaux, demanda des rencontres. Les prochains jours s'annonçaient pleins d'investigations silencieuses, d'interrogations polies et de confrontations à venir. Et quelque part, dans l'air qui le séparait d'elle, il pressentit que la vérité, lorsqu'elle viendrait, n'aurait pas pour but de le blesser, mais de le replacer face à lui-même. La route, dans l'obscurité, poursuivit son tracé. Ricardo ne le savait pas encore, mais il se trouvait à l'aube d'un apprentissage long et discret. Il allait devoir accepter que sa définition de la réussite risque de changer. Et la femme qu'il avait applaudie par sarcasme, ce matin-là, allait, dans l'indifférence calme du ciel, prendre une autre dimension, celle d'une personne qui, sans bruit, avait su bâtir un empire de respect. Les jours qui suivirent prirent la forme d'un lent décantement. Ricardo n'avait plus la hâte brûlante du premier soir. Sa curiosité s'était muée en une discipline presque clinique. Il éplucha communiqués, consulta profils, laissa des messages, rencontra des personnes dont l'expression trahissait une loyauté sans ostentation. À mesure qu'il rassemblait des bribes, ce qu'il découvrait n'était pas un récit de tromperie ou de volonté de nuire, mais la construction patiente d'un projet. Une succession d'actes modestes, répétés jusqu'à la solidité. Les premières semaines le mirent face à des réalités qu'il n'avait jusque-là effleurées qu'à travers des conversations superficielles. Il apprit que Bruna passait des nuits dans des ateliers, qu'elle corrigeait des notes de fournisseurs depuis des hôtels, qu'elle se joignait à des essais en piste quand la logistique l'exigeait. Il lut des témoignages simples, membres d'équipes qui évoquaient de leurs dirigeantes comme quelqu'un qui comprend la graisse sur les mains, pilotes qui parlèrent d'un regard qui évaluait, pas qui domptait. Il rencontra aussi des visages connus de leur passé commun, désormais transformés par la distance, collègues d'anciens dîners, associés d'événements, personnes pour qui Bruna n'était plus l'épouse d'eux, mais la personne qui... Chaque découverte était une pierre ôtée à l'édifice de certitude qu'il avait élevé. La gêne ne prit pas la place d'un ressentiment vindicatif. Elle devint une invitation à se regarder autrement. Il passa des nuits à penser aux conversations qu'il n'avait jamais eues, aux priorités qu'il avait choisies sans demander, au silence qu'il avait interprété comme consentement. Ce travail intérieur était moins spectaculaire que les enquêtes extérieures, mais il fut plus décisif. Un matin de brume, alors que la ville titubait entre hiver et printemps, Ricardo prit la décision d'agir autrement. Il arrêta de chercher à prouver quelque chose et entreprit de comprendre. Il demanda à parler à des personnes qui avaient travaillé avec Bruna à ses débuts, non pour fouiller leurs secrets, mais pour recomposer une trajectoire. Ces rencontres, d'une étonnante douceur,
lui livrèrent une autre vérité, celle d'une femme qui avait renoncé au feu d'artifice pour la régularité d'un calendrier, qui préférait les cahiers de notes au palmarès et qui construisait non pour être vue, mais pour rendre service. Lors d'un déjeuner sobre, dans une cantine d'artisans près de l'aérodrome, un ancien fournisseur lui raconta comment, au tout début, Bruna avait négocié des délais pour des pièces vitales en promettant non un profit immédiat, mais la fidélité d'un long partenariat. Elle pensait sur 5 ans, pas sur le trimestre, dit-il en essuyant ses mains. Ricardo sentit, à l'écoute de cette simplicité, que la ligne de partage entre eux ne consistait pas en actes répréhensibles ou en secrets honteux. Elle tenait davantage à des temporalités différentes. Lui, habitué aux éclats et aux apparences, et elle, adepte des fondations lentes. Il comprit aussi que la discrétion, loin d'être une dissimulation, avait été une stratégie de protection. Construire un projet dans la lumière exige un plateau de sacrifice, exposition publique, jugement précipité, demande de compte permanente. Bruna avait choisi l'inverse. Pour elle, la matière comptait plus que la réputation. C'était un choix. Et les choix, quand ils sont maîtres d'une vie, réclament du respect plus que des reproches. Cette prise de conscience fut suivie d'une tentative de réparation, car Ricardo n'était pas seulement curieux. Il désirait conclure certains ponts. Il écrivit une lettre courte dépourvue d'ambition dramatique. Il n'y chercha pas la réconciliation romantique. Il exprima une reconnaissance tardive, un regret sans excès, et la volonté d'entendre si elle le souhaitait. Il glissa la lettre dans un courrier adressé au siège d'Aero Figueira et la laissa là, sans attendre de réponse. Sa fierté ne fut pas entièrement apaisée, mais la démarche marqua un tournant. Il acceptait d'abandonner le théâtre des apparences. Pendant ce temps, Bruna poursuivait sa route selon ses propres rythmes. Le vol annoncé cette première journée n'avait été qu'un départ parmi d'autres. Les semaines qui suivirent furent rythmées par une série de décisions discrètes qui, posées les unes après les autres, prirent la forme d'une expansion mesurée. Des partenariats de maintenance se consolidèrent, des contrats de gestion de flotte furent renouvelés et Aero Figueira étendit son réseau à quelques hubs régionaux, sans fanfare, mais avec une efficacité qui commençait à attirer l'attention d'un cercle professionnel plus large. Elle n'affichait pas ses victoires. Les communiqués restaient sobres, les photos publiques étaient rares et choisies. Quand l'entreprise apparut dans un cahier économique, c'était sous le signe d'une collaboration technique ou d'une formation offerte à de jeunes mécaniciens. Bruna avait la délicatesse de transformer la réussite en transmission plutôt qu'en conquête. Guadalupe, toujours à ses côtés, organisait ses gestes avec la même discrétion. Invitations pour des bourses de formation, sessions pour encourager la présence des femmes dans des métiers techniques, collaboration modeste avec des centres de formation. Les médias finirent pourtant par remarquer ce mouvement. Pas avec l'appétit des unes tapageuses, mais avec la curiosité d'observateurs qui cherchent à comprendre. Une fois lors d'une rencontre professionnelle où l'on parlait d'optimisation des flottes, Bruna accepta de prendre la parole. Elle parla en termes clairs, sans emphase. Elle parla d'équilibre opérationnel, de sécurité, de formation. Ces mots n'avaient pas pour objectif de séduire les caméras. Ils visaient à définir des standards. À mesure qu'elle parlait, on comprenait qu'elle n'assignait pas son identité à un seul titre, mais qu'elle s'attachait à dimensionner l'entreprise selon une exigence technique et humaine. Ricardo suivit à distance ces événements. Parfois, il lisait un article, regardait un bref extrait d'intervention et sentait une fierté étrange, mêlée à l'acquis d'une humilité nouvelle. Il ne revendiqua jamais le droit d'en profiter comme avant. Il limitait sa satisfaction à un sentiment silencieux, la possibilité d'avoir connu un temps quelqu'un d'important. Ces petites joies privées ne cherchaient pas à se transformer en reconquête. Un jour, l'un des fournisseurs avec qui il avait discuté arrangea une rencontre informelle, un déjeuner collectif où seraient présents des acteurs du secteur. Ricardo hésita puis accepta. Il se présenta non comme l'homme qui avait applaudi cyniquement, mais comme un professionnel désireux de contribuer de manière honnête.
À table, la conversation glissa vers des sujets techniques, puis, par une évidence tranquille, vers l'importance de la culture d'entreprise. Ricardo évoqua des idées, proposa des aménagements, il ne demanda rien, il offrit. Sa posture avait changé. Ceux qui le connaissaient depuis longtemps remarquèrent la différence. Moins de besoin de paraître, davantage de velléité de faire. Ses gestes lui rendirent une part de dignité. La véritable épreuve de cette transformation vint lors d'un événement public, l'inauguration d'un nouvel hangar réaménagé pour la formation technique, un projet pilote soutenu par des partenaires régionaux. L'invitation stipulait la présence de la présidente et de représentants locaux. Ricardo hésita jusqu'à la veille, puis se rendit à l'événement, non pour se confronter à Bruna, mais pour constater, avec honnêteté, ce qui avait été construit. Le hangar brillait d'une propreté presque austère. Les outils étaient rangés, les bancs de formation alignés, des affiches pédagogiques aux murs. La foule n'était pas celle des grandes cérémonies. On y trouvait des formateurs, des jeunes en formation, des responsables de petites compagnies régionales. Bruna entra sans détour, au bras de Guadalupe. Elle était vêtue d'une veste simple, ses cheveux tirés, ses gestes calmes. Quand elle parla, elle regarda d'abord son équipe, puis les participants. Elle remercia, expliqua la philosophie du centre, insista sur la notion d'opportunité plutôt que de charité. Ces mots eurent la force discrète de ceux qui mettent en chantier des vies. Ricardo l'écouta de loin, adossé contre un pilier. Il se rendit compte que l'applaudissement qu'il avait donné des mois auparavant n'avait été qu'un bruit creux, une affirmation de domination, presque immature. Ici, autour de lui, l'applaudissement, s'il survenait, serait autre, sincère, nourri d'estime. Quand Bruna conclut, la salle se leva naturellement pour la saluer. Ce geste, l'ovation réelle d'un public qui savait ce qui avait été accompli, fit quelque chose à Ricardo qu'aucune revanche n'aurait pu produire. Il éprouva une admiration pure, loin des ambitions personnelles. Après la cérémonie, il réussit à s'approcher. Il la trouva entourée, échangeant quelques mots avec des jeunes qu'elle invitait à poser des questions. Elle le reconnut sans surprise. Son visage conserva la même neutralité mesurée qu'il avait connue au hangar. Ils échangèrent une poignée de main. Ricardo ne s'excusa pas avec emphase, il dit simplement, honnêtement, « Je tenais à vous dire que je vois ce que vous faites. Vous avez ma reconnaissance. » Bruna hocha la tête. « Merci, » répondit-elle. « La reconnaissance est une belle chose quand elle vient sans présomption. » Il existait entre eux une frontière désormais respectée. Pas d'illusion, pas de réouverture d'un passé compromis. Sa présence au hangar fut moins une tentative de reconquête qu'un acte de respect. Plusieurs personnes présentes observèrent l'échange sans drame. Pour eux, ce qui importait n'était pas la tension entre deux individus, mais l'œuvre collective qui avançait. La vie professionnelle de Bruna s'étoffa par des décisions discrètes, des alliances techniques avec des partenaires étrangers, un programme de formation interne, la consolidation d'une équipe de direction où Guadalupe tenait désormais un rôle central dans la coordination. Elle sut mêler vision et pragmatisme. Les expansions étaient étudiées, les risques mesurés. Les contrats mentionnaient des opérations internationales sans fioriture. Les communiqués parlaient de renforcement de capacités, d'amélioration des standards. La personnalité publique de Bruna resta sobre. Lorsqu'on la voyait dans des reportages, on percevait surtout un souci incessant du détail. Du côté de Ricardo, le chemin fut plus sinueux. Il éprouva la nécessité de réorienter son énergie. La même fierté qui l'avait poussé autrefois à des démonstrations de prestige pouvait désormais servir à des initiatives utiles. Il s'engagea avec un groupe d'anciens collègues dans un projet modeste, proposer des programmes de mentorat pour jeunes entrepreneurs focalisés sur l'éthique et la durabilité des affaires. Ce n'était pas la même sphère que l'aviation, mais le mouvement possédait une parenté, construire, à partir de ressources parfois limitées, des trajectoires crédibles. Son travail de réparation ne prit pas la forme d'un acte spectaculaire. Il s'agissait d'heures d'échanges, de rencontres, d'écoute. Au fil des mois,
il découvrit la satisfaction d'investir son énergie dans la progression d'autrui plutôt que dans la démonstration de son propre éclat. La transformation se fit discrète, sans renoncements théâtraux. Il cessa d'attendre une validation extérieure et, progressivement, retrouva une sérénité moins fragile. Les saisons passèrent. Aero Figueira consolida sa place sans bruyance, les équipes s'agrandissaient, un service de maintenance fut labellisé et une nouvelle liaison régionale permit de répondre à des demandes ponctuelles de transport commercial. Bruna, dans ses rares interviews publiques, accentuait toujours le fait que la réussite n'était pas individuelle mais collective. Elle parlait de l'importance des équipes, de la nécessité de formation continue, du respect des règles. Sa posture fit d'elle une figure respectée dans un milieu souvent dominé par l'éclat masculin. Elle n'était pas devenue une icône. Elle était devenue une référence méthodique. Un élément marquant de cette évolution survint lorsqu'une crise technique, survenue lors d'un vol de transfert, nécessita une gestion nocturne. Un pilote, connu pour son professionnalisme, appela Bruna tard dans la nuit. Elle interrompit ce qu'elle faisait, se rendit sur place, coordonna les interventions, prit des décisions sans panique. Ce n'était pas un acte spectaculaire, c'était une présence qui pour beaucoup valait plus que 1000 communiqués. Le pilote, au lendemain, dit d'elle qu'elle était là où il fallait, sans plus de lyrisme. Ce genre de petite anecdote se propagea parmi ceux qui gravitent autour des opérations et contribua à cimenter la réputation de la présidente. Ricardo, d'où il était, entendait ces récits et sentait se former une image plus complète. Il se permit parfois d'envoyer un message bref à un contact commun pour féliciter, non pour récupérer une vie partagée, mais pour reconnaître publiquement une compétence. Il ne chercha ni retour ni approbation, l'acte simple de saluer un travail bien fait lui suffisait. De telles petites marques de respect, prodiguées sans fanfare, firent partie de sa propre reconstruction. Le monde, cependant, n'était pas qu'une suite d'événements lisses. Ricardo dut également affronter la stigmatisation sociale, quelques commérages sur le divorce, quelques remarques blessantes d'anciens pères. Mais il avait appris à privilégier la substance des actes à la légèreté des paroles. Cette attitude le protégea des blessures et lui permit de persévérer. Quelques années après la signature, survint une invitation inattendue. La proposition d'un conseil consultatif pour une association locale cherchant à développer des formations techniques en lien avec l'aéronautique. Les organisateurs savaient l'importance d'inclure différentes compétences. Ils proposèrent à Ricardo une place, non pour effacer son passé, mais pour profiter d'un regard désormais plus mature. Il accepta. C'était une manière de contribuer et surtout d'apprendre encore. Cette acceptation eut des répercussions plus subtiles qu'il n'aurait pensé. Par un curieux jeu de chemins croisés, l'association se trouva à coopérer ponctuellement avec Aero Figueira sur un projet de bourse. La collaboration se déroula dans une ambiance professionnelle, sans mise en scène. Guadalupe s'occupa de la coordination des agendas. Bruna supervisa la sélection des candidats. Ricardo observa le projet comme on regarde un navire qu'on a aidé à tracer sur une carte. Personne n'en faisait un sermon. On choisissait simplement d'agir. Lors d'un moment clé, au cours d'une réunion de validation, Bruna fit une remarque brève et précise sur le profil des bénéficiaires. Ricardo écouta, pris par cette précision. Après la session, il l'aborda, non pas pour ressasser le passé, mais pour proposer une idée de mentorat croisé entre l'association et Aero Figueira. Elle accepta sans cérémonie. Ce geste, apparemment froid, représentait une vraie reconnaissance professionnelle. Deux acteurs qui acceptaient d'allier ressources pour une cause commune. À la suite de ce partenariat, plusieurs jeunes eurent accès à des formations spécifiques et quelques-uns trouvèrent des postes au hangar. C'était une victoire faite de pas modestes. La relation entre eux avait pris une forme nouvelle, faite d'échanges professionnels et d'un respect tenu. Il n'y eut pas de retrouvailles passionnées, pas de volonté de recomposer ce qui avait été dissous. Il y eut, à la place, une image de deux trajectoires parallèles qui se croisaient sur des projets concrets. Ils se saluèrent en public, échangèrent parfois des dossiers et partagèrent un consensus.
Chacun devait tenir sa place, pour le bien commun. Le moment qui scella définitivement cette paix fut, d'une certaine manière, symbolique. Une grande fête de la communauté aérienne fut organisée, réunissant entreprises, formateurs et jeunes venus des programmes de formation. Au cours de la soirée, un acte se produisit, la remise de diplôme à une première promotion sortie du programme conjugué de l'association et d'Aéro Figueira. Bruna monta sur l'estrade pour remettre les certificats. Quand elle tendit la main à ces jeunes, on percevait la même fermeté qu'elle avait utilisée pour gouverner l'entreprise, une autorité tranquille, sans outrance. À la fin de la cérémonie, la salle se leva une nouvelle fois. L'applaudissement fut long, sincère, nourri d'une reconnaissance collective. Ricardo, debout un peu en retrait, sentit une émotion simple l'envahir. Il comprit que l'applaudissement véritable ne correspondait pas à la vanité d'un homme qui cherche à humilier, mais à la gratitude d'une communauté qui sait reconnaître le travail. Son regard croisa celui de Bruna pendant un instant, ils échangèrent un sourire mesuré. Aucun mot n'était nécessaire. Le triangle d'émotions, reconnaissance, recul, paix, se résolut en silence. Les années qui suivirent firent de Bruna une figure respectée, mais jamais exposée comme une vedette. Elle continua d'ouvrir des routes, d'améliorer des standards, d'envoyer des jeunes techniciens en formation. Sa présence médiatique resta ciblée sur des sujets rationnels. Sécurité, formation, inclusion. On la vit moins dans les couvertures brillantes que dans les sections techniques, et cela lui convenait parfaitement. Son influence se mesurait à la qualité des opérations, à la confiance que lui accordèrent ses équipes, à la durabilité des partenariats. Ricardo, de son côté, trouva une nova forme de contentement. Son travail auprès des jeunes entrepreneurs prit de l'ampleur, non parce qu'il cherchait à prouver quelque chose, mais parce qu'il vivait l'intérêt de transmettre. Ce changement de cap n'effaça pas tout. Il sentit encore parfois la nostalgie d'un passé qu'il regretterait différemment. Il éprouva aussi le soulagement de ne plus devoir se défendre par des démonstrations. Il avait appris à prendre moins de place pour laisser de la place aux autres. Une leçon difficile dont il mesura la valeur. Un matin d'été, une invitation arriva. Une cérémonie officielle pour l'ouverture d'une nouvelle ligne de maintenance internationale, cofinancée par des partenaires étrangers. Bruna fut conviée pour couper le ruban. Ricardo reçut également une lettre. Il y était invité en tant que représentant de l'association partenaire. Leur présence conjuguée, contrairement aux attentes d'un certain public, ne furent pas une scène de confrontation, mais un témoignage de complémentarité. La cérémonie se déroula avec un détachement serein. Les discours furent courts, orientés vers les équipes et la collaboration. Lorsque le ruban fut coupé, l'ovation fut nourrie d'une reconnaissance professionnelle. Puis vint le moment que tous attendaient, ou presque. Bruna, après la cérémonie, se dirigea vers l'appareil qui devait transporter quelques invités pour une visite technique. Le jet, poli comme un instrument, attendait sur le tarmac. Les habitués connurent la scène, pilote qui prépare, technicien qui vérifie, un dernier échange radio. Personne ne fit de mise en scène. Bruna monta à bord dans la même assurance calme qu'avait toujours été la sienne. Guadalupe l'accompagna jusqu'à la passerelle. Un pilote, en la saluant, prononça son titre avec un mélange de respect et de complicité. « Bon vol, Madame la Présidente !» Ricardo, resté un peu à l'écart, observa. Il se rappela en un instant l'applaudissement sec qu'il avait offert le jour de la signature. Ce geste avait été l'expression d'un ego blessé, d'un désir de dominer une scène. Ici, sur le tarmac, l'applaudissement qui naquit, si l'on peut parler d'applaudissement, était silencieux et profond. Il n'était pas un bruit de malice. Il était la reconnaissance d'un travail accompli. Les visages qui l'entouraient n'avaient pas le sourire brillant de la raillerie, mais la gravité de ceux qui savent la valeur d'un effort. Quand l'avion prit de la vitesse et s'éleva, laissant la piste derrière lui, Ricardo sentit une paix nouvelle le traverser. Il comprit que son applaudissement initial n'avait pas été la dernière parole du récit. Il n'avait été qu'un fragment. La véritable accolade, la reconnaissance sincère, viendrait plus tard, sous la forme d'un respect immobile que l'on porte à ceux qui construisent des réalités durables.
Son regard suivit l'avion jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un point dans le ciel. Un sourire, discret, se dessina sur ses lèvres. La vie, pour eux deux, prit ses formes distinctes. Bruna continua d'élargir ses actions, de veiller sur son équipe et d'ouvrir des voies. Elle resta fidèle à sa manière, préférait l'action au discours, la constance à l'éclat. Ricardo, désormais allégé de quelques certitudes, trouva une joie nouvelle dans le service et la transmission. Ils apprirent, chacun à sa manière, que la reconnaissance n'annule pas la douleur, mais qu'elle permet de la transformer. Quelques années plus tard, une photographie circula dans les milieux professionnels. Une image prise lors d'une remise de prix collective où l'on voyait des visages d'équipe, des techniciens, des formateurs et au centre, Bruna souriante, entourée de ceux qu'elle avait soutenus. On y voyait aussi, discrètement, Ricardo, assistant à l'événement comme invité d'honneur d'un programme. La photo ne fit pas la une des journaux. Elle fut partagée par ceux qui connaissaient la valeur de ses gestes. Pour beaucoup, elle résumait une leçon simple. La grandeur ne réside pas dans l'éclat d'un geste unique, mais dans l'accumulation d'actes posés avec sérieux. Quand parfois des voix demandaient s'il y avait eu revanche, la réponse était la même, silencieuse. Non. Il y avait eu révélation. Celle d'une femme qui n'avait pas choisi la route la plus bruyante, mais celle qui lui permettait d'être fidèle à ses capacités. Il y avait eu reconnaissance, lente, parfois tardive, mais réelle. Et il y avait eu réajustement. D'un côté, un homme qui apprit combien l'ego peut obscurcir la connaissance d'un autre, de l'autre, une femme qui apprit que la puissance tranquille est plus durable que la démonstration. La dernière image que beaucoup gardèrent fut simple et exemplaire. Sur la piste d'un aéroport régional, un soir d'automne, un jet roula vers la piste. Bruna, comme toujours, monta à bord avec la même assurance. Elle salua d'un signe de tête, prit place, et l'avion s'éleva. Parmi les spectateurs, il y eut ceux qui applaudirent parce qu'ils connaissaient l'effort, ceux qui levèrent la main en signal discret, et un homme, en retrait, qui sourit sans bruit. L'applaudissement sarcastique d'autrefois avait perdu de sa portée. Il avait été remplacé par une reconnaissance authentique, plus forte parce qu'elle venait du monde réel, des hangars, des équipes, des jeunes formés. Elle avait signé le divorce. Il avait applaudi, pensant y voir une victoire, jusqu'à ce qu'elle monte dans l'avion privé et que, en s'élevant, elle emporte avec elle une vérité simple. La valeur d'un travail ne se mesure pas aux applaudissements de salon, mais au silence respectueux des pistes. Si cette histoire vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui peut-être tarde à voir la force tranquille d'une personne qu'il sous-estime.